Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la couche physique Ethernet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va s'intéresser à ce qui se passe physiquement entre votre ordinateur et Internet, entre votre ordinateur et votre box plus précisément. Et pour ça, il nous faut aller regarder ce qui se passe dans un câble Ethernet. Le câble Ethernet, on en a déjà vaguement parlé, là on va le regarder en détail en regardant ce qu'il y a à l'intérieur. Pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien on va le couper. Alors voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Une protection ici, on en parlera, et puis ensuite 4 paires de fils torsadés. Ce câble il est composé de 4 paires de fils, une verte et blanc-vert, une autre marron et blanc-marron, une autre bleu et blanc-bleu, et enfin une orange et blanc-orange. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a 4 paires de fils? Pourquoi les fils vont par paires? Pour répondre à cette question, imaginons qu'on ait deux PC qui veulent communiquer ensemble, le PC1 d'un côté, qui veut communiquer avec le PC2 de l'autre côté. Si on a un seul fil, et qu'est-ce qui est possible, hein, les deux sont reliés à une masse commune, et on rajoute un fil qui va passer de l'un à l'autre. Jusqu'ici, aucun problème, les données vont pouvoir circuler sur ce fil et passer de PC1 au PC2. Ici, on va avoir un bruit qui va venir s'ajouter. Un bruit, ce bruit, il peut venir de perturbations électromagnétiques qu'il y aurait autour de ce câble, ou d'autres sources. Et bien du coup, le signal qu'on récupère en sortie, donc le PC1 envoie un signal S1 de T, et le signal qu'on récupère de l'autre côté ici, c'est S1 de T, plus le bruit B de T. Le bruit qui a été induit par l'environnement en gros dans lequel le fil est. On a maintenant deux fils qui passent du PC1 au PC2 et donc on envoie deux signaux. Ces deux fils on va les rapprocher le plus possible. C'est d'ailleurs ce que vous avez vu dans le câble, hein. Les deux fils ils sont super proches. Le fait que ces deux fils soient super proches, ils vont être soumis à peu près au même bruit. Ça veut dire que le bruit ici jaune qui arrive sur les signaux va être le même sur le signal 1 et sur le signal 2. Donc en sortie du signal 2, j'aurai S2 de T plus B de T. Et là où c'est très pratique, c'est que si je regarde cette tension-là, entre les deux signaux, que je regarde la tension qui arrive ici, donc imaginons que le signal que je vais l'envoyer, il soit ici, S de T. Si cette tension-là, elle vaut S1 de T plus B de T, moins S2 de T plus B de T. Et comme vous le voyez ici, les B de T vont s'annuler, et du coup on se retrouve bien avec S1 de T moins S2 de T, qui est le signal original qu'on voulait envoyer. Donc un signal qui est envoyé sur une paire de fils très proche va être beaucoup plus robuste au bruit. Puisque si le bruit est identique, il va s'annuler. C'est ce qu'on appelle un montage en différentiel. Le signal est codé sur la différence de deux signaux d'une même paire. On comprend donc pourquoi dans notre câble Ethernet, on a des paires de fils qui vont ensemble. Chaque paire va porter un signal en différentiel. Deuxième question, pourquoi est-ce que chaque paire est torsadée? Alors on a déjà un peu répondu en disant qu'il fallait que les deux fils soient le plus proches possible pour qu'ils soient soumis au même bruit, mais il y a plus. On les torsade pour éviter la diaphonie. La diaphonie, c'est quand on a un mélange de plusieurs signaux. Un exemple qu'on peut prendre, c'est sur les vieux téléphones analogiques. Lorsque les personnes téléphonaient, parfois, ils pouvaient entendre des bouts de conversation d'une autre conversation. Comme si vous habitiez dans un appartement avec des murs tellement fins que vous pouvez entendre ce que disent les voisins. Et a priori, à part pour de l'espionnage, le fait d'entendre une autre conversation, c'est du bruit. Ça nous intéresse pas. Et dans notre câble Ethernet, c'est la même chose. Les paires de fils sont tellement proches les unes des autres qu'elles peuvent perturber les autres paires. Le signal qui va circuler sur la paire verte pourra perturber le signal de la paire marron, par exemple. C'est ce qu'on appelle un phénomène de diaphonie. Le fait de torsader les fils ensemble, ça va réduire le couplage inductif entre les deux fils, et donc réduire la diaphonie. C'est pourquoi on les torsade. Dernière chose, autour de ces fils-là, on va rajouter un blindage. Ce blindage, c'est un conducteur qu'on va venir mettre autour pour éviter que les perturbations électromagnétiques atteignent les fils de données. On sait maintenant pourquoi les fils sont par paires, pourquoi est-ce qu'ils sont torsadés, on a parlé du blindage, et puis autour, évidemment, il y a la protection plastique. Donc en résumé, notre câble Ethernet ressemble à ça, c'est simplement 4 paires de fils sur lesquels vont circuler des signaux dont on parlera juste après, entourés d'un blindage. Ce câble Ethernet arrive sur une prise RJ45, prise qu'on appelle par abus de langage prise Ethernet, et chaque paire de fils va venir à un endroit bien particulier, comme vous pouvez le voir sur cette image. Cette prise Ethernet sera reliée à la carte réseau de votre ordinateur, et c'est la carte réseau qui récupérera les données en provenance de ce fil. À présent, intéressons-nous au rôle de chacune de ces paires de fils. Pour faire ça, on a numéroté les fils de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puisqu'il y a 8 fils, et le tableau qui est là, il présente à quoi servent chacun des fils dans les différentes normes. Si on regarde ici, le 10 basse T, c'est une très vieille norme Ethernet qui n'est plus vraiment utilisée, qui est lente dans le sens qu'elle a un faible débit. À côté, on a la 100 basse T, qui est déjà beaucoup plus utilisée, qui va jusqu'à 100 mégabits par seconde. Toutes les normes que vous pouvez voir sur ce tableau passent par un câble Ethernet. C'est simplement le signal qui est à l'intérieur et le débit qu'on va pouvoir utiliser qui changent. Mais donc sur les normes 10 basse T et 100 basse T, les deux premiers, donc 1 et 2 ici, que je vais mettre en vert puisque c'est sur la paire verte, sont TX et TX+, et TX-. C'est donc la paire TX. TX pour transmission. Les fils 3 et 6
en orange ici, sont eux associés au Rx+, et Rx-. C'est donc la réception. On a deux paires, une paire de transmission, une paire de réception. Comme vous le voyez, dans cette norme-là, les autres ne sont pas utilisés. On parlera éventuellement de la 1000 basté plus tard, qui est une norme Ethernet plus rapide et qui cette fois utilise tous les fils du câble Ethernet. Voyons un peu comment fonctionnent TX et Rx. Je vais encore considérer un PC ici, que je vais appeler PC1, qui va vouloir envoyer des informations sur le réseau. Comme on l'a vu, on est sur un réseau en étoile, on a donc en face un appareil réseau, ici, qui sera souvent un switch, dont on parlera dans la prochaine vidéo d'ailleurs. Et le PC1 ici va envoyer deux signaux, TX sur la paire TX et RX sur la paire RX. Et en face pour le switch ça va être l'inverse. Forcément, si le PC1 envoie des informations sur TX, il faut que ces informations arrivent sur le RX du switch. Et le RX du PC va être connecté au TX du switch pour que les informations soient transmises. Donc on a une connexion comme ceci. Le signal qui est transmis par le PC est reçu sur le RX par le switch. C'est donc au niveau de la carte réseau que ça se passe, le RX et le TX sont inversés. Alors maintenant, petite question, si je veux connecter directement deux PC ensemble, le PC2 il va avoir en vert TX et en orange, sur les paires 3 et 6, RX. Et donc si je connecte directement les PC, le RX, le orange sur le orange et le vert sur le vert, ben là il y a un problème. Le TX du PC1, c'est-à-dire là où il va transmettre des données, arrive sur la borne de transmission de données du PC2. En gros, les deux essayent de parler sur le même câble. Les deux parlent en même temps, mais personne n'écoute. Et à l'inverse, sur le RX, tout le monde écoute, mais personne ne parle. Le PC1 attend des informations sur le RX et le PC2 aussi. Donc là, il y a un problème. Pour corriger ce problème, ce qu'on peut faire, c'est mettre un câble, ce qu'on appelle un câble croisé. Le câble croisé va venir inverser les deux câbles. La paire TX du PC1 va être reliée au RX du PC2, et de la même façon, le RX du PC1 va être relié au TX du PC2. On voit que les deux signaux se croisent, on appelle ce type de câble un câble croisé. En réalité, aujourd'hui, la grande majorité des appareils comprend un protocole qui leur permet de savoir sur quelle broche est le TX, sur quelle broche est le RX. En gros, les deux appareils se mettent d'accord, toi, tu envoies sur celui-ci et je reçois sur celui-ci, et moi j'envoie sur celui-là et tu reçois sur celui-là. Mais pour vous montrer à quoi ressemble un câble droit et un câble croisé, à gauche, vous avez un câble droit, le 1 est relié sur le 1, le 2 aussi, etc. jusqu'au bout. Et un câble croisé, eh bien, le 1 et le 2 sont reliés au 3 et au 6 pour croiser le TX et le RX. Et pareil sur les 3 et 6 avec les 1 et 2. On a également un croisement des câbles bleus et marrons dont on parlera plus tard dans un exercice. Dernière chose qu'il nous reste à voir, à quoi ressemblent les signaux électriques qui transitent sur ces paires. Alors on va pas regarder en détail les signaux électriques qui circulent sur chacun des protocoles différents, on va prendre le plus simple, c'est-à-dire le plus ancien, le 10 basté, qui utilisait le codage Manchester. Alors le codage Manchester, comme les autres codages utilisés dans les protocoles plus récents, a un avantage, c'est qu'il va transporter l'horloge en même temps que les données. En gros, ça veut dire qu'on n'aura pas besoin d'envoyer un signal d'horloge pour dire à quel rythme on envoie les données, et un signal de données qui sont les données elles-mêmes. On envoie tout mélangé sur le même signal. Cette image le décrit bien, on a l'horloge, et puis les données. On veut envoyer 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Lorsqu'on enverra un 1, on inversera l'horloge, et lorsqu'on enverra un 0, on recopiera l'horloge. Si vous regardez ici, on envoie un 1, donc le signal horloge est là, le signal qu'on envoie est l'inverse. Sur un 0, on envoie le signal de l'horloge, on voit bien qu'on a recopié l'horloge sur ce bit-là. Ici, on a inversé, là, on recopie l'horloge sur 2 bits, on l'inverse pendant 3 bits, ici, c'est la même sur les 2 zéros, et enfin, on inverse sur le 1. Alors ensuite, comment est-ce qu'on fait pour décoder ce signal-là? Eh bien, il suffit de regarder les fronts. En effet, si on regarde les fronts, on a un front montant lorsqu'on a un 1 et un front descendant lorsqu'on a un 0. Front montant 1, front descendant 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. On est donc capable de décoder la donnée en même temps que l'horloge. Dans des protocoles plus rapides, on pourra utiliser des signaux électriques à 3 niveaux de tension pour augmenter encore le débit disponible. Si on résume, pour communiquer, on a besoin d'un câble, un câble Ethernet, à l'intérieur duquel se trouvent 4 paires de fils torsadés. Chaque paire de fils va transporter un signal. On les torsade pour être robustes au bruit électromagnétique extérieur et à la diaphonie entre les signaux. Au bout de ce câble, on a une prise RJ45 qui va aller dans une carte réseau, et la carte réseau va interpréter les signaux qui passent sur ce fil. Les signaux qu'on envoient à la fois l'horloge et les données, selon différents codages. On vient donc de voir ce qui se passe physiquement dans une liaison Ethernet. On verra dans une prochaine vidéo ce qui se passe d'un côté logique, c'est-à-dire quels sont les signaux qu'on doit envoyer, quels sont les différents bits 1 ou 0 qu'il faut envoyer sur le réseau pour se faire comprendre et pour que les données arrivent à destination. N'hésitez pas à poser des questions et on se retrouve dans la prochaine vidéo.